Dans toutes ses interventions à la tribune de la Knesset ou dans d'autres forums, Netanyahou s'emploie à dire que le gouvernement n'est pas légitime et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, non pas seulement à critiquer, mais à ridiculiser Bennett en utilisant vraiment des colibés et je dirais des expressions qui ne sont pas recevables. Nous sommes lundi et nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shalom. Nous allons parler ensemble des derniers développements sur le plan politique, en politique intérieure. Et l'une des premières constatations, comme l'a dit Naftali Bennett hier lors de la réunion du Conseil des ministres, c'est que apparemment pour le Premier ministre, il faut tout faire pour éviter de faire tanguer le bateau, le paquebot gouvernemental. Et c'est ce qu'il a demandé à tous ses partenaires de sa coalition en perspective du vote du budget de l'État. Tout à fait. La coalition déploie ces derniers jours d'énormes efforts pour surmonter toutes ces dissensions. Et comme vous le disiez, hier, au Conseil hebdomadaire des ministres, Naftali Bennett a fait une sorte de sortie assez peu habituelle en s'adressant à ses ministres et en leur demandant de ne faire de gros efforts pour ne pas polémiquer entre eux de manière publique jusqu'à ce que le budget soit voté en seconde et troisième lecture avec comme deadline une date très proche, le 4 novembre prochain. Et voilà ce qu'a dit Bennett, puisque en fait, il craint que, évidemment, sa coalition, qui ne tient que sur un fil par une majorité de 61 députés sur les 120 parlementaires de la Knesset, ne s'écroule d'une certaine manière ou ne succombe à ces polémiques en perspective du budget. Alors il a déclaré ceci, tout spécialement lors des prochains jours et semaines, essayons de nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise, a dit Bennett, même si vous êtes sûr d'avoir raison sur tel ou tel dossier, avant de répliquer à votre contradicteur, en fait au ministre qui ne serait pas d'accord avec telle ou telle personne, eh bien, songez plutôt à nos objectifs communs et essayez donc de vous retenir de polémiquer, surtout en laissant de côté tous ces innombrables arguments et ces polémiques des uns et des autres. La nation, a précisé Bennett, attend du cabinet, de notre cabinet et de ses ministres une conduite différente. Et je suis sûr, a-t-il conclu, que nous pouvons y parvenir. Alors, en fait, qu'est-ce qui inquiète Naftali Bennett, très exactement? Ce sont les prises de position de certains ministres, par exemple dans la gauche israélienne, qui sont de plus en plus affirmées. C'est beaucoup de choses. Pour citer que les têtes de chapitre de ces polémiques en cours, il y a la fameuse attribution du ministère des renseignements à Elazar Stern, qui continue à rester à son poste malgré et surtout parce que justement il ne se présente plus à la tête de l'agence juive pour briguer la direction de l'agence juive et suite au scandale des fameuses lettres anonymes qu'il aurait envoyées à la poubelle quand il dirigeait la main-d'œuvre de Tsahal, et que donc évidemment Stern maintenant reste dans son poste alors que ce poste avait été promis à un député Eli Avidar de Israël Beitenou qui revendique ce poste. Donc c'est une polémique entre ça peut faire frémir effectivement la coalition entre ministres et candidats ministres. Et il y a aussi Daniel, une polémique interne concernant la visite dont vous avez parlé de Ariel Shaked aux Émirats Arabes Unis, qui a été critiquée de manière très acerbe dans un passage de Yediot Aharonot, une interview, ou tout du moins un article d'analyse, où un ministre non cité, qui a gardé l'anonymat et dont tout porte à penser qu'il s'agissait en fait de Yair Lapid, a contesté les capacités de Ariel Shaked à comprendre quelque chose dans les relations diplomatiques en critiquant cette visite. Et puis il y a d'autres têtes de chapitre, l'incident Benny Gantz, qui a promis qu'il allait révéler à la Knesset les dessous de l'affaire de l'opération plus ou moins manquée pour obtenir des renseignements sur le sort de Ron Arad, qui avait fait la une aussi à la Knesset il y a quelques jours. Et puis, autre polémique de fond, mais celle-là, elle n'est pas prête de se terminer, toujours avec Shaked au milieu, c'est la fameuse loi sur l'unification des familles, l'obtention de la citoyenneté israélienne par le mariage d'Arabes israéliens à des Palestiniens.
que Ayelet Shaked veut limiter. Et face à cela, les partis arabes et surtout le parti RAM, le parti de Mansour Abbas, qui fait partie du gouvernement et qui permet au gouvernement d'exister, en fait, a demandé au contraire plus de mensuétude et a demandé expressément que 2000 familles dans ce cas-là soient autorisées à 2000 conjoints soient autorisés à acquérir la citoyenneté israélienne. Alors, faute de quoi, ils voteraient pas le budget. Donc, vous voyez, on a une série de polémiques et c'est pourquoi Bennett a fait cette sortie hier. Alors, est-ce que cette sortie, elle est destinée à dire restons unis jusqu'au vote du budget? Cela veut dire qu'après le vote du budget, chacun va rentrer va faire avancer ses pions sur le plan idéologique, sur le plan politique, et que cela pourrait, malgré tout, même après le budget, remettre en cause la survie de cette coalition? Bon, écoutez, une coalition qui tient par une voix seulement, elle est par définition hyper fragile. Mais si Bennett donne comme, je dirais, objectif le vote du budget, il se rend bien compte que de toute manière, il y a des chances que justement certains partis ne votent pas le budget, ce qui précipiterait la chute du gouvernement, puisque ça c'est une loi à la limite constitutionnelle. Si le budget n'est pas adopté à cette date en deuxième et troisième lecture, le gouvernement tombe automatiquement, il y a de nouvelles élections. Et donc là, il s'agit d'une question de survie. Ce gouvernement, on le sait, s'était formé surtout pour empêcher le Likoud de rester au pouvoir et Netanyahou de rester Premier ministre. Et donc, il y a l'intérêt commun et les objectifs communs dont parle Bennett, c'est à la fois des objectifs politiques, diplomatiques, de gestion des affaires courantes, mais aussi la survie pure et simple du gouvernement. Et donc en fait, il est trop tôt pour répondre à votre question. Déjà, si le gouvernement passe le cap du 4 novembre, eh ben, il sera conforté dans son existence et il pourra regarder vers de nouveaux horizons. Mais c'est un examen de passage très difficile parce que tout le monde tire la couverture à soi. Il y a d'autres sujets que j'avais abordés dans une autre chronique plus technique qui mettent en cause l'attitude du ministère des Finances aussi, qui ne veut pas attribuer tel ou tel fonds à tel ou tel projet. Et donc, si vous voulez, c'est l'examen de passage par essence de ce gouvernement. Est-ce que demain, une fois le budget adopté, eh bien, on va avoir à nouveau des divisions? De toute manière, même si ce gouvernement a la chance de pouvoir tenir toute la législature, c'est-à-dire encore 2 ans et demi, il connaîtra des crises, il ira de crise en crise, comme d'ailleurs, en fait, même quand il y avait des gouvernements qui reposaient sur une coalition plus large, on a toujours connu une instabilité ces dernières années en Israël. Là, ça poussait un petit peu au paroxysme, mais il faudra attendre, je crois, le 4 novembre et la longue nuit du 3 au 4 novembre pour le savoir. Alors, on va maintenant, on a parlé de la coalition, on va parler de l'opposition et en particulier du Likoud avec une confrontation qui est cette fois bien directe entre Binyamin Netanyahou et Yuli Edelstein. Yuli Edelstein qui est le premier, on va dire, des barons du Likoud à briguer la présidence, ou à annoncer qu'il a l'intention de briguer la présidence du Likoud contre Binyamin Netanyahou, non pas après l'ère de Binyamin Netanyahou. Alors, est-ce que c'est une erreur, à votre avis, tactique de la part de Yuli Edelstein de se présenter alors que les sondages le donnent perdant à coup sûr? Qu'est-ce qu'il cache derrière cela? Écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, Yuli Edelstein était très impatient. Il avait déjà fait part, il y a au moment de la formation du gouvernement Bennett, la nécessité qu'il y ait un autre leadership à la tête du Likoud, en se présentant comme lui l'alternative au pouvoir trop long, selon lui, de Netanyahou. Comme vous le dites, il ne recueille dans les sondages que 5 à 6% des intentions de vote des militants Likoud, ce qui est vraiment très peu. Mais sa vote secrète, quand on entend, je dirais, ses interviews et son argument principal, c'est qu'il va peut-être essayer avec ça de convaincre certains votants du Likoud, c'est que s'il était lui, donc il prenait la place de Netanyahou à la tête du Likoud, ce qui théoriquement est peu probable d'après les chiffres qu'on cite ensemble, eh bien cela permettrait justement au Likoud de revenir au pouvoir. C'est ça son argument principal, parce que plusieurs partis de la coalition actuelle seraient prêts à former un gouvernement de droite plus ou moins, je dirais, homogène avec le Likoud, à compter si le Likoud se débarrassait de Netanyahou. Donc, en fait, Edelstein, son argument principal, c'est de croire que en présentant cette perspective, eh bien, il va pouvoir rallier des voix. Il en faut beaucoup pour battre Netanyahou. En attendant, ce qui est intéressant, c'est que le président
du très puissant comité central du Likoud, Chaim Katz, en réagissant à la candidature potentielle d'Edelstein, a précisé, a répété sans cesse dans tous les médias, écrits et audiovisuels, que pour l'instant, il n'y avait aucune date de primaire qui a été fixée au sein du Likoud, que donc la démarche d'Edelstein était très à côté de la plaque, très précipitée, et qu'il incombait, à préciser Katz, il incombait à sa seule instance, donc à ce comité central, de fixer la date des prochaines primaires. Et alors, c'est d'autant plus étonnant que ce même Katz avait empêché Binyamin Netanyahou, voilà 4 mois, juste au moment où se formait le gouvernement Bennett, il avait empêché Netanyahou d'appeler à des primaires pour conforter sa position. On voit donc que chacun tire la couverture à soi. Et il faudrait signaler aussi, au titre du rififi et de toutes ces polémiques qui se multiplient au sein du Likoud, il faut aussi signaler le projet, je dirais le projet de Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, d'attendre. Quant à lui, il ne va pas se présenter contre Netanyahou. Il attendra, a-t-il dit, comme vous le laissez supposer tout à l'heure, que Netanyahou se retire de la tête du Likoud pour briguer sa direction. Mais en tout cas, afin de lui barrer la route, car il est le candidat le plus sérieux, justement, d'après les sondages, c'est toujours Nir Barkat qui arrive en tête parmi les rivaux de Netanyahou et assez largement en tête, eh bien, un projet de loi présenté par l'ancien chef du groupe parlementaire Likoud, David Amsellem, auprès de la Knesset pour empêcher tout millionnaire, tout tycoon milliardaire israélien d'autofinancer sa campagne électorale à concurrence de plus de 100 000 shekels, ce qui est une toute petite somme en fait par rapport à ces enjeux. Et on sait que Nir Barkat a accumulé dans le high-tech une fortune appréciable qui lui permet de voguer de manière assez à l'aise au niveau de ses dépenses en politique. Et donc, déjà, les dés sont pipés, déjà, les pièges sont disposés avec ses lieutenants de Netanyahou, comme David Amsellem, pour empêcher toute rivalité sérieuse contre l'actuel chef du Likoud. Alors, ça c'est au Likoud, mais il y a des frémissements au sein même de l'opposition. On voit que les autres partis, en particulier les partis orthodoxes, eh bien, sont pas tout à fait contents de la politique menée par Binyamin Netanyahou, qui consiste à boycotter de facto l'ensemble des commissions parlementaires de la Knesset et qui voudraient, d'une certaine manière, travailler un peu plus normalement. Est-ce que c'est peut-être le prélude à une forme d'éloignement entre le Likoud et les partis orthodoxes? Oui, il y a une crise larvée qui en fait n'est plus tellement larvée puisque les partis orthodoxes ont protesté solennellement contre ce boycott du Likoud. On en avait parlé, le Likoud grippe la machine parlementaire de manière consciente et volontaire en ne voulant pas, alors qu'il est le premier parti de la Knesset et qu'il lui reviennent d'assez nombreuses présidences de commission. Il a refusé de présenter des candidats ces derniers mois, ces dernières semaines, et il a donc grippé la machine parlementaire, empêché la Knesset de travailler. C'est un travail un peu, je dirais, de sabotage politique. Et face à cela, les partis orthodoxes qui formaient un axe politique au pouvoir assez longtemps avec le Likoud trépignent et ne sont pas du tout contents. Il y a effectivement de la part du Likoud une volonté, j'allais dire, assez destructrice de critique du gouvernement et de mise en cause à la fois du gouvernement Bennett, de cette coalition fragile, et aussi et surtout de son chef, Naftali Bennett. Plusieurs incidents se sont passés dont on pourra reparler. Mais en tout cas, le Likoud suit cette stratégie de sabotage, je dirais, du gouvernement et plus encore de mise en cause de la légitimité de ce gouvernement, ce qui est quand même beaucoup plus grave, parce que, ok, les polémiques et les arguments politiques des uns et des autres, c'est la guerre parlementaire, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est la première fois, je dirais, depuis de très longues années, qu'avec tant d'acuité, un parti aussi important que le Likoud, eh bien, met en cause, si vous voulez, le fonctionnement démocratique en contestant la légitimité du gouvernement. C'est extrêmement dangereux. Justement, au titre des incidents les plus récents, la semaine dernière avait lieu une cérémonie de départ de l'ex-chef des services intérieurs de sécurité, Shin Bet, Nadiv Argaman, qui quittait son poste et était présent, évidemment,
Binyamin Netanyahou, puisque c'était lui qui l'avait fait nommer il y a quelques années, et Naftali Bennett. Or, Netanyahou a purement et simplement boycotté la présence de Bennett, non seulement en ne le saluant pas, et c'est pas des questions de politesse, mais en ne le citant pas dans son discours, c'est-à-dire comme si Bennett était transparent et n'existait pas, ce qui est, je dirais, une forme extrêmement dangereuse. D'ailleurs, Bennett a répliqué à ce mépris assez, je dirais, inhabituel dans les rouages de l'État, en disant, je cite, qu'il pouvait comprendre qu'il y ait des désaccords entre les différents partis. Il a d'ailleurs dit ceci, pour être plus précis: j'ai été repoussé sur un siège très périphérique, et j'espère, a-t-il dit Bennett, que le leader de l'opposition, en l'occurrence Netanyahou, qui voudra bien un jour comprendre qu'il est naturel que nous ayons des disputes politiques et des polémiques politiques, mais mettre en cause à ce point la légitimité du gouvernement et d'un gouvernement israélien est quelque chose de très dangereux pour le fonctionnement démocratique de notre pays. Fin de citation. Il se peut que d'ailleurs la chose se reproduise encore, puisqu'il y a d'autres réunions et d'autres congrès qui sont prévus où Bennett va devoir croiser à nouveau Netanyahou. Et en fait, cette attitude, ce n'est pas simplement, j'allais dire, prosaïque et anecdotique, c'est que dans toutes ces interventions à la tribune de la Knesset ou dans d'autres forums, Netanyahou s'emploie effectivement à dire que le gouvernement n'est pas légitime, et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, non pas seulement à critiquer, mais à ridiculiser Bennett en utilisant vraiment des colibés et, je dirais, des expressions qui ne sont pas recevables. Alors on comprend que le Likoud ait été pendant 15 ans un parti de pouvoir et qu'il a des difficultés, et son chef en particulier, à se retrouver maintenant sur les rangs de l'opposition et à ne plus être au pouvoir depuis 4-5 mois, et que ça lui donne de mauvaises humeurs. Merci beaucoup. Mais il y a des limites à tout. Et si vous voulez, c'est que le Likoud est en train d'essayer de virer sa cutie d'ex-parti de pouvoir qui n'est plus au pouvoir. Merci beaucoup Richard Darbon d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer les méandres de la politique intérieure en Israël. Bonne journée, à bientôt, et on vous retrouve demain pour votre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Bonne journée, shalom.